du Sahara, dont la souveraineté du connu par Washington, peuvent-elles être surpassées? Quel impact sur l'avenir du Maghreb et de l'Union du Maghreb arabe? C'est le premier sujet des Décodeurs Atlantiques de ce jeudi 17 décembre. En deuxième partie de l'émission, nous parlerons des légumes de Sidi Bouzid, immolés par le fric et le point de départ d'un mouvement de colère dans le monde arabe. 10 ans après, quel bilan de ce printemps arabe en Tunisie? Peut-on parler d'espoir déçu? Quelle leçon? Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Et vos décodeurs sont... Bonjour Landry, bonjour aux auditeurs d'Atlantique Radio. Vous êtes chef d'entreprise au Maroc, analyste politique, membre du parti Nida à Tunis en Tunisie. Israël pour la Tunisie, mais une compréhension de la position marocaine par le chef du gouvernement tunisien. C'était ses déclarations sur la chaîne France 24 ce mardi. Oui, M. Chichi, à l'introduction, la Tunisie ne s'est pas alignée sur la position de l'Algérie. La Tunisie a ses propres positions. La position de la Tunisie est en général... la Tunisie respecte le choix d'après-midi du Maroc de normaliser ses relations avec Israël. Et pour la Tunisie, selon lui, ce sujet n'est pas à l'ordre du jour. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il en est dans les coulisses, comme le pas. Et puis un beau jour comme au Maroc, voilà, on découvre que c'est fait. Donc déjà pour la Tunisie, c'est sûr que la Tunisie fait partie de ce plan de normalisation avec Israël. Maintenant, les déclarations n'engagent que ceux qui les disent et on verra ce qu'il en sera demain. Chaque pays a sa réalité, sa vérité et chaque pays a sa diplomatie qu'il considère être la meilleure pour son peuple. Déclaration effectivement de compréhension. Non, aucun parti, à mon sens, ne va se déclarer favorable à cette normalisation. Il y a même des partis qui aujourd'hui s'opposent au sein du Parlement tunisien. Ce sont les partis génération à la télé de la part de Hicham Mechichi. Hafid Boutaleb, je voudrais qu'on parle avec vous de la Mauritanie qui pourrait bientôt normaliser ses... Proche du gouvernement israélien, c'est un site d'information qui s'appelle Israël Décision Sage et d'un bon jugement, émanant d'un bon jugement. Donc effectivement, il y aurait peut-être une piste au niveau de la Mauritanie, notre voisin du Sud. Et il faut mentionner aussi que par le président Ould Taya en octobre 99, et ça avait été le troisième pays de la Ligue arabe à ce moment-là à normaliser avec Israël après l'Égypte et en 1977 et la Jordanie en 1994. Donc, il n'est pas exclu de revoir la Mauritanie réapparaître dans le radar des pays qui établissent des relations avec Israël. La Mauritanie qui pourrait donc devenir peut-être le 5e État arabe à normaliser ses relations avec Israël. Du côté de l'Algérie, Hafid Boutaleb, on a eu le droit à une sortie du président Abdelmadjid Tebboune après plus d'un mois d'hospitalisation du Covid-19. Il s'est prononcé sur ce dossier de la normalisation avec Israël. Pas directement, il a fait une allusion, mais c'est pas une allusion claire et étant donné sa situation encore convalescente, et il a bien clairement spécifié qu'il en avait encore pour plusieurs semaines, je ne pense pas que pour l'instant on puisse accorder au président une déclaration claire. La déclaration est surtout venue du Premier ministre qui était assez hostile vis-à-vis donc de la position du Maroc. Oui. Mais ce n'est pas surprenant puisqu'on voit que en ce moment, depuis les événements à Guerguerat, la situation s'est envenimée malheureusement. Mais d'un autre côté, heureusement, il n'y a pas eu de sang versé. Heureusement, depuis 5 semaines, malgré que de manière unilatérale, le Polisario ait rompu le cessez-le-feu, il n'y a pas eu de sang versé et il n'y a pas eu de dégâts matériels. Donc on voit bien que beaucoup de choses se passent dans les médias sans qu'elles soient forcément réalisées sur le terrain. Et par conséquent, on a l'impression que cette déclaration du Premier ministre algérien par rapport à ce nouveau repositionnement géopolitique du Maroc fait office de fuite en avant par rapport à aux échecs répétés sur le dossier de la souveraineté nationale. Ouais, on rappelle d'ailleurs qu'il y a eu un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien qui parlait carrément de troc indigne en parlant de cette reconnaissance donc de la souveraineté marocaine sur le Sahara par les États-Unis et de cette normalisation des relations avec Israël. Alors pour finir le tour de la région du Maghreb, je voudrais qu'on parle également de la Libye avant de s'intéresser aux conséquences sur l'ensemble de la région. Karim Bartella, vous connaissez bien la Libye, vous avez été entrepreneur là-bas pendant une dizaine d'années.
clairement, aujourd'hui, quelle est la position de la Libye sur ce dossier-là? Est-ce qu'on a une position très claire, très ferme? Non, pas du tout. D'abord, la Libye, qui en Libye est l'interlocuteur qui peut déclarer une position de ce pays-là. Il n'y en a pas. Et il n'y a pas eu de véritable position. On parle même de relations secrètes entre Haftar et Israël. On parle de soutien de la part d'Israël pour Haftar. Tout ça, bien sûr, est au conditionnel. On n'a pas d'informations. On parlait même également d'armes qui ont été envoyées à Israël pour le général Haftar. Paraît-il, il y aurait eu des armes qui seraient parties d'Israël pour soutenir le général Haftar, sachant que sur le terrain, il y a de moins en moins d'escarmouches, il y a de moins en moins de conflits, que chacun a repris ses positions, que le dialogue se poursuit, malgré qu'il n'a pas réussi. On avait porté beaucoup d'espoir sur le dialogue qui avait eu lieu en Tunisie dernièrement, sous l'égide des Nations Unies. Ça s'est passé. Donc, je pense que la Libye a encore quelque temps pour manger son pain noir et qu'il y aura des soutiens ici et là, mais aucune position officielle quant à la normalisation avec Israël. Bon, à ma connaissance du moins, de toute façon. Et comme je vous ai dit au tout début, parce qu'il n'y a pas de vis-à-vis qui représente la Libye aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais messieurs, clairement, Hafid Boutaleb, est-ce qu'on peut parler d'une épine dans le pied, entre guillemets, du Maghreb, ce dossier de la normalisation avec Israël? Vous savez, normalement, en principe, ça ne devrait pas être le cas. Aujourd'hui, le président de l'Algérie, qui s'offusque de ce repositionnement géopolitique du Maroc, se fait soigner en Allemagne. On a constaté, heureusement, qu'il allait mieux. C'est le président quand même d'un pays frère. Et l'Allemagne est un pays qui entretient des relations très solides et très très intimes avec Israël depuis 1948. Donc, en principe, partant de ce principe-là, il ne devrait pas y avoir, on ne devrait pas s'offusquer à ce point-là que le Maroc puisse normaliser ses relations avec l'État d'Israël. Et ceci d'une part. D'autre part, il y a déjà eu un précédent au sein du Maghreb. C'est, comme je le mentionnais tout à l'heure, la Mauritanie, qui, en 1999, a normalisé de manière unilatérale ses relations avec l'État d'Israël. Et l'État d'Israël y a ouvert une ambassade dès le mois d'octobre 1999 à Nouakchott. À ce moment-là, il n'y a eu aucune réaction de la part, on va dire, réaction hostile de la part de Alger vis-à-vis de Nouakchott. Ouais. Pas du tout. Et au contraire, bien au contraire, la relation Alger a toujours veillé à préserver ses relations avec Nouakchott en vue de préserver les équilibres pour maintenir le conflit artificiel du Sahara. Donc on voit bien qu'il y a une énergie considérable qui est dépensée pour un conflit qui est artificiel, qui ne correspond pas à la réalité du terrain. Et on a bien, comme je l'ai dit, depuis 5 semaines, un cessez-le-feu depuis 30 ans a été rompu par le Polisario sans qu'il n'y ait aucune réel changement sur le terrain, aucun changement sur le terrain. Et donc, finalement, on a là un conflit artificiel qui est soutenu délibérément et de manière exagérée depuis un demi-siècle, et ça contraste énormément avec le soutien et l'énergie qui est déployée par Alger en faveur de la cause palestinienne. Et donc, on est en légitimité de se poser si ce n'est pas juste une excuse de la part d'Alger de venir prétexter que cette normalisation devrait retarder le Maghreb, surtout qu'il y a eu plusieurs reprises des mains tendues de Sa Majesté Mohamed VI vis-à-vis des présidents successifs en Algérie pour essayer de trouver une sortie de crise, pour essayer de se mettre autour de la table et discuter et négocier tout ce qu'il faut, tout ce qui est à négocier, que le Maroc a toujours rappelé qu'il était essentiel de construire une région intégrée économiquement, oui. La Tunisie également. Donc, ce serait juste, encore une fois, une fuite en avant, une excuse supplémentaire pour bloquer, mais quand on a la volonté de surpasser et d'aller construire un espace économique commun, eh bien, rien ne devrait entraver cette volonté-là. Mais en revanche, quand on a la volonté de ne pas le faire, eh bien, n'importe quel que soit l'événement, il peut servir d'excuse et d'alibi pour tout ralentir.
Karim Barktallah, on a clairement là deux dossiers assez complexes. D'un côté, cette reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, et de l'autre, cette question de normalisation avec Israël. Deux dossiers qui, on le comprend bien, sont bien abordés de manière différente par l'ensemble des pays de la région, là. Tout à fait. Il y a des... mais quoi qu'il en soit, je n'ai pas entendu un seul pays, à moins que j'ai raté quelque chose, condamné de manière ferme, même pas l'Algérie, même avec les déclarations du Premier ministre qui sont beaucoup plus pour animer un petit peu la foule. Mais il n'y a pas eu à ma connaissance de déclarations fermes qui sont venues contre cette décision du Maroc de normaliser avec Israël. Oui, effectivement, à part l'Algérie, comme vous l'avez dit. Oui, mais l'Algérie, c'est regardez la position du président et la position du Premier ministre, Bien le président de la République, et alors qu'il est malade, il a très bien pu prendre le micro et parler. Et donc il aurait pu lui aussi être autant virulent que son Premier ministre. Alors il l'a pas mentionné, mais il a quand même dit l'Algérie reste puissante. Oui, mais c'est quelque chose de très important pour l'Algérie. C'est-à-dire que si c'était vraiment un sujet qui les embarrassait tant que ça, il l'aurait lui condamné de manière ferme. Alors il en a fait juste allusion comme cela, parce qu'il fallait qu'il en parle, parce qu'on lui aurait reproché de ne pas parler de cette affaire-là. Et il l'a fait, mais vraiment du bout des lèvres. Donc on n'a pas entendu de sa part, alors que l'Algérie quand même est un régime présidentiel et c'est la parole du président qui prime, quand bien même il est souffrant. Donc on n'a pas entendu, et pour moi je suis un petit peu plus optimiste que Hafid qui lui pour lequel la cause maghrébine est encore plus chère que pour moi, bien qu'elle me le soit beaucoup. Moi, je suis beaucoup plus optimiste parce que une fois que ce dossier du Sahara est clos, bien sûr, il y aura un petit peu de temps, etc. Et peut-être que petit à petit, on assistera à la réouverture des frontières entre l'Algérie et le Maroc, une reprise économique petit à petit, crescendo. Moi, je pense que ce dossier va plutôt, avec le temps, être quelque chose d'assez positif sur les relations économiques entre les régions du Maghreb. La reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine du Sahara et la normalisation des relations avec Israël, c'est le sujet que nous abordons ce matin dans les décodeurs atlantiques. Réaction du Maghreb bien différente. On en parle ce matin avec Karim Barktallah, chef d'entreprise au Maroc, analyste politique, membre de Ninta Tounes. Rebonjour. Bonjour. Hafid Boutaleb également avec nous. Rebonjour. Bonjour Landry. Vice-président de l'ICEM, initiative pour la communauté économique du Maghreb. On va se mettre à rêver un petit peu, messieurs, et je pense qu'on pourrait même rêver autour d'un bon couscous, puisque c'est un sujet, effectivement, Adil Abdelali précisé dans son Flash Info, sur lequel le Maghreb s'est mis d'accord. Le couscous qui fait donc partie désormais du patrimoine immatériel de l'humanité au sein de l'UNESCO. Hafid Boutaleb, sur ce dossier de la souveraineté marocaine au Sahara et de la normalisation des relations avec Israël, comment dépasser les divisions? Est-ce que l'Union du Maghreb arabe peut parvenir à trouver des solutions, des moyens d'entente pour pouvoir dépasser ces mésententes? Alors, on sait que quand même les opinions publiques du Maghreb sont très attachées à l'idée de l'Union du Maghreb. C'est une idée qui prend racine à l'époque des luttes pour l'indépendance, notamment la création du bureau du Maghreb arabe au Caire sous l'égide du leader Mohamed Abdelkrim Khattabi, le héros du Rif, et donc qui avait réuni autour de lui tous les grands leaders de l'indépendance, que ce soit au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Et ensuite, cette idée vraiment s'est frayée un chemin et elle est aujourd'hui très populaire, que ce soit en Tunisie ou en Algérie, au Maroc, ou même en Mauritanie, en Libye, très populaire auprès des opinions publiques. Et si on veut écouter ces opinions et faire remonter cette volonté populaire profonde, eh bien, il faut faire écho à cette volonté et il faut réellement agir pour faire dégeler cette union qui est aujourd'hui au stade figé et essayer de faire avancer par des mesures symboliques. Alors, la première mesure symbolique, ce serait
d'ouvrir, en tout cas au moins au transport de marchandises, la frontière entre le Maroc et l'Algérie au niveau du poste frontière de Doujbral. Et aussi, il y aurait plusieurs autres mesures. Alors le couscous, c'est vrai, c'est une mesure symbolique, puisqu'au début, vous savez, chaque pays a voulu s'attirer la couverture vers lui en disant que c'était lui l'initiateur originel du couscous, et puis ils ont réussi à s'entendre et à déposer un dossier commun. Donc on voit très bien qu'au final, on peut très bien s'entendre. Et donc, il faut multiplier ce genre de mesures symboliques. Et l'idée, ce n'est pas d'aller sur le terrain de la fraternité ou de l'affect, puisque effectivement, on va dire entre guillemets, l'amour a perdu à la bataille du Maghreb, puisque les peuples s'aiment beaucoup, mais malheureusement, sur le terrain, il n'y a rien qui a été réalisé. Il faut aller sur le terrain pragmatique, de construire des liens entre les opérateurs économiques, encourager les échanges commerciaux. Il y a des échanges commerciaux. Il y a entre le Maroc et l'Algérie des exportations aussi de l'Algérie vers le Maroc, entre le Maroc et la Tunisie et le Maroc. Il y a des enseignes textiles qui font fureur ici au Maroc, qui ont pour origine la Tunisie, et ainsi de suite. Donc, il faut encourager ces échanges commerciaux, économiques, touristiques, parce que quand les opérateurs économiques vont voir que leur intérêt est très important dans une construction d'une région du Maghreb, alors au Maroc on en est conscient, en Tunisie aussi, mais en Algérie, alors ils feront plus pression sur l'acteur politique pour qu'il puisse être plus pragmatique, être plus proche de la réalité, plutôt que de rester figé dans des slogans et une idéologie quand même qui date de la guerre froide. Karim Berktala, on se rappelle qu'il y a 2 ans, il y avait cette main tendue du roi Mohamed VI à l'Algérie, main qui n'a pas été tendue de l'autre côté. Est-ce qu'on peut imaginer cette main tendue renouvelée, peut-être pas par le souverain, mais peut-être par le chef du gouvernement, sur une initiative, pourquoi pas économique? Bienvenue aux entreprises algériennes pour des investissements, collaborons ensemble. Est-ce que ça peut être un message qui peut être porteur selon vous? Ce serait le plus beau des messages, parce que là, ça mettrait même mal à l'aise le pouvoir politique avec le pouvoir économique, parce que les Algériens, les chefs d'entreprise ont envie de souffler un petit peu, d'aller sur d'autres terres. Le marché marocain est un marché quand même qui bouge beaucoup, qui est assez grand, où on peut faire beaucoup de choses, beaucoup d'investissements peuvent y être réalisés. Donc une initiative de ce type, je pense que certainement qu'elle mettrait en place un débat en Algérie entre le pouvoir politique et le pouvoir économique, et pourrait peut-être faire bouger les choses. Effectivement, parmi les rêves, ce serait un joli rêve. Ouais. Vous y croyez, vous, à ce Maghreb uni? C'est possible? Est-ce que cette crise Covid peut être un accélérateur parce que justement elle touche, elle impacte fortement les économies, les sociétés? Je ne sais pas. L'effet Covid, maintenant, on n'arrive pas vraiment à se dire que c'est... Mais moi, je crois beaucoup plus en ce rêve que tu viens d'exposer. Donc, une initiative de la part du Maroc qui dit, voilà, on vous facilite la vie, venez investir, on va vous donner des privilèges, etc. Oui. Maintenant, est-ce que le Maroc est aussi à cette capacité d'ouverture? Espérons-le. Oui. Le Covid, pour moi... Il y a déjà eu une ouverture, mais là, ça serait une deuxième. Ça serait un sacré geste. Oui. Voilà, exactement. Afid Boutaleb? Oui, parce que c'est bien de ce que venez de dire Landry. Alors je précise que c'est pas moi, en fait c'est un décodeur qui m'avait proposé l'idée, et il y avait même des propositions dans des commentaires sur la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques. Alors effectivement, on avait fait des conférences d'ailleurs, Karim Berktala avait participé à certaines, et effectivement il y avait eu des retours selon lesquels, en dépit de ces accords de libre-échange, notamment les accords d'Agadir ou la zone arabe de libre-échange qui ont été faits, sur le terrain et dans la pratique, c'est très compliqué pour des entreprises maghrébines de venir pénétrer le marché marocain. Ça, c'est une réalité. Il y a une remontée d'informations de la part des entrepreneurs maghrébins qui s'essayent au marché marocain. Et on fait la même chose par rapport aux entrepreneurs marocains qui s'essayent aux autres marchés du Maghreb. Donc, peut-être que oui, il faut aller se pencher sur ce côté-là, à cet aspect terrain, vraiment terre à terre, et essayer d'offrir des solutions pratiques et d'accompagnement et ouvrir réellement le marché marocain et communiquer dessus vers les opérateurs économiques du Maghreb, que ce soit l'Algérie, l'Algérie, la Tunisie, mais même la Libye et la Mauritanie, les quelques opérateurs qui seraient intéressés, et puis montrer que effectivement le Maroc est ouvert
et fait le premier pas, parce que c'est comme ça qu'on encourage les autres à faire eux aussi un pas en avant. Allez, dans quelques instants, on va parler de la Tunisie, 10 ans après le début du printemps arabe. Quel bilan? On en parle juste après la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Karim Bartella, un coup de gueule, un coup de cœur ce jeudi matin? Mon coup de cœur allait être le couscous, mais puisqu'on en a parlé, je dirais que c'est ce vaccin qui donne de l'espoir. C'est quoi votre couscous préféré? Le tunisien, le marocain, l'algérien? Alors, on est entre nous, personne ne nous entend. Non, personne n'entend. On va faire le tunisien français. J'imaginais. Un petit peu le piment, un petit peu épicé, j'adore ça. Ouais. Et dites-moi, je vous ai coupé, vous avez un coup de cœur en dehors du couscous? C'est le vaccin, oui. C'est l'espoir qui porte, c'est cet espoir que peut-être on va de nouveau se revoir dans le monde entier, revoyager, se recontacter, revivre normalement, refaire la fête, ne plus avoir ces restrictions de temps pour rentrer, etc. Oui. Espérons, c'est ça mon coup de cœur et j'espère que ça va bien marcher. On le voit demain, les États-Unis, le président de la République, le président des États-Unis et son épouse vont se faire vacciner devant les caméras. Ce sera aussi un grand message d'espoir, espérant que ça va bien marcher. Hafid Boutaleb, un coup de gueule, un coup de cœur? Alors rapidement, tout d'abord, excusez-moi Landry, par rapport vous avez dit Maghreb uni, par rapport au sujet précédent, j'allais dire la meilleure formulation, c'est un Maghreb intégré économiquement. L'union, peut-être après, si les peuples veulent ou pas, ça dépend, mais en tout cas intégré économiquement, ça c'est la logique géographique. Alors pour le coup de gueule et le coup de cœur, moi j'ai un coup de gueule justement, c'est par rapport à un article qui est paru sur Foreign Policy, donc cette fameuse revue de relations internationales en anglais, dans lequel l'ancien conseiller à la sécurité à la Maison-Blanche, John Bolton, écrit un article d'une rare haine vis-à-vis du Maroc. Et ça m'a vraiment touché, ce Marocain, lecteur marocain, de voir que quelqu'un qui a occupé des postes aussi élevés au sein de l'administration américaine puisse vouer une haine pareille vis-à-vis d'un allié aussi ancien qu'est le Maroc, et dans un contexte aussi difficile que celui de la période post-printemps arabe et de tous les événements qui secouent le Sahel et toute cette insécurité qui s'installe au Sahel et même les défis importants, notamment ceux du changement climatique, qu'on ait un haut dignitaire américain qui puisse vraiment se lâcher à ce point vis-à-vis d'un allié des États-Unis, qui est le Maroc, moi je trouve ça triste et même ça m'a secoué. Donc j'espère que sa position n'implique que lui-même et qu'elle n'engage aucune autre autorité en exercice aux États-Unis.